Monsieur Ayache est directeur de recherche chez INRIA, où il anime l'équipe de recherche EPION dédiée aux patients numériques et à la médecine numérique. Et le titre de sa présentation est « Intelligence artificielle et imagerie médicale, la médecine numérique peut-elle remplacer le médecin ?» Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à vous tous d'être présents malgré ce temps radieux à l'extérieur. Donc je suis effectivement Nicolas Ayache, directeur de recherche INRIA. Je suis aussi le directeur scientifique d'un nouvel institut d'intelligence artificielle qu'on a créé à Nice et Sophia Antipolis, qui s'appelle le 3IA Côte d'Azur. 3IA, c'est Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle. Et donc, je vais vous parler d'IA pour l'imagerie médicale et plus généralement, je vais parler du rôle de l'IA dans la médecine numérique et évoquer la question du remplacement éventuel des médecins par cette médecine numérique. Alors, il faut commencer par essayer de définir ce qu'est l'IA pour la médecine. Ce n'est pas très facile. Une définition possible, c'est d'imaginer que ce sont des algorithmes qui sont là pour essayer de reproduire les capacités de raisonnement des médecins et en particulier tenter d'exploiter toutes les données qui sont disponibles sur le patient pour proposer un diagnostic, un pronostic, une prise en charge thérapeutique. Alors, il faut savoir que dans le domaine de l'analyse des images médicales, au cours de ces dernières années, il y a eu des avancées majeures des algorithmes d'intelligence artificielle, en particulier les algorithmes d'apprentissage profond à base de réseaux de neurones convolutifs. On voit un exemple schématique à droite dans lequel on a les pixels ou les voxels, si c'est une image 3D qui arrive sur la gauche du réseau. Il y a un premier ensemble de traitements qui sont réalisés par la première couche de neurones. Ensuite, les résultats de ces traitements sont transmis à la couche de neurones secondaire, et ainsi de suite, de couche en couche. On peut avoir un très grand nombre de couches, et la dernière couche, eh bien, on a une sortie qui peut être, par exemple, un diagnostic. Alors, le premier article qui a été vraiment marquant dans ce domaine, c'est cet article publié par une équipe de Stanford dans Nature, en dermatologie, qui montrait que sur un très grand nombre de lésions, on pouvait entraîner ces réseaux de neurones pour proposer des classifications au même niveau que des dermatologues experts. Ensuite, en 2017, on a eu une start-up de l'INRIA, issue notamment de notre équipe, Therapixel, qui a gagné le challenge sur l'analyse des mammographies, donc plus d'un demi-million de mammographies et des réseaux de neurones profonds qui séparent les mammographies suspectes des mammographies normales au même niveau que des radiologues experts. Ici, en 2018, le premier logiciel, probablement le premier logiciel à base d'IA qui est approuvé par l'Agence du médicament américaine, la FDA, pour détecter les rétinopathies diabétiques. Et puis, en 2019, cet article dans Nature Medicine qui montre qu'on peut aussi entraîner des réseaux de neurones profonds pour, dans des scanners des poumons, détecter les nodules pulmonaires, les localiser et les caractériser. Alors en 2020, on a coordonné ce numéro spécial de l'I3E et on a montré qu'en fait, tous les domaines de l'imagerie biomédicale étaient touchés par l'utilisation des données massives et de l'apprentissage profond. Et ce numéro spécial en 2021 de Medical Image Analysis montre par exemple que l'analyse intelligente des images du Covid-19 a énormément profité de ces avancées. Et nous avons rédigé ce survey pour Nature Reviews pour montrer que également dans le domaine, par exemple, de l'imagerie cardiovasculaire, les réseaux de neurones profonds apportent des avancées majeures.
Alors c'est intéressant, avec toutes ces avancées dans le domaine académique, dans le domaine des publications, on peut relire avec intérêt cet article du New Yorker de 2017, AI versus MD, donc l'IA contre les médecins. Un article qui avait fait couler beaucoup d'encre. Cet article posait la question, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer... merci. Oui, voilà, va remplacer les médecins. Il y avait même une prédiction que 5 ans plus tard, il n'y aurait plus de radiologues. Bon, on est en 2022 et on a toujours des radiologues. Donc, la première raison, c'est que les avancées de la recherche, ça demande ensuite à être transformé en des logiciels qui sont industrialisés et qui sont agréés pour être utilisés en clinique. Alors en 2018, il y avait 14 systèmes à base d'IA qui étaient approuvés par la FDA, qui couvraient tous les domaines, toutes les modalités d'imagerie médicale, hein, le scanner, l'IRM, l'échographie, la médecine nucléaire. Il y en avait 28 en 2020 et sur le site de cet article, on voit qu'il y en a 80 en 2022. Il couvre principalement la radiologie, mais également la cardiologie, l'ophtalmologie pour des applications en oncologie, en neurologie, en médecine d'urgence. Mais finalement, on se rend compte que ces logiciels, eh bien, ce sont des outils qui souffrent d'un certain nombre de limitations. La première de ces limitations, c'est que généralement, ils s'occupent d'une tâche très précise, relativement étroite. Leur mise au point demande... Ce sont des approches donc, qui sont purement guidées par les données. Leur mise au point demande des ensembles de données très importants. Donc, il y a le coût des annotations. Donc, on a également le problème de la représentativité des données. Il faut éviter les biais. Il faut représenter les maladies rares qui ne sont pas légion. Donc, ce n'est pas évident d'avoir beaucoup de cas. Il y a des problèmes d'éthique à gérer ces grandes bases de données qui sont des données sensibles. Il faut généralement enrôler des contrôles, ce qui pose des problèmes éthiques si on doit leur faire passer des examens d'imagerie qui sont irradiants. Et puis, bien sûr, des problèmes d'explicabilité, hein, comme l'a rappelé Joshua Bengio dans sa conférence d'introduction. Corrélation n'est pas synonyme de causalité. Il y a un grand nombre de paramètres. On peut avoir plusieurs centaines de milliers, plusieurs millions, voire dans les derniers réseaux de neurones, ça peut aller jusqu'aux milliards de paramètres. Ils sont juste impossibles à interpréter. Et on sait que ces réseaux profonds sont également vulnérables. Ils sont notamment sensibles aux attaques contradictoires. On sait qu'on peut rajouter, quand on connaît les paramètres du réseau, un bruit très subtil qui est invisible à l'œil nu, mais qui est calculé de telle manière qu'il va faire changer complètement le diagnostic. Ici, une lésion dermatologique bénigne va être classée maligne et on peut faire exactement le contraire. Et donc, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut tirer parti de ces approches guidées par les données et rajouter quelque chose pour les rendre plus robustes, plus explicables et développer des algorithmes d'IA qui permettent de faire de la médecine numérique de manière plus robuste et plus explicable. Et une approche que nous avons suivie, par exemple, dans notre équipe, c'est d'essayer d'introduire des connaissances de l'anatomie et de la physiologie. L'anatomie, donc, c'est la position, la forme des organes, des tissus du corps humain. La physiologie, c'est le fonctionnement du vivant. Et c'est exactement ce que montre finalement ce tableau de Rembrandt, la leçon d'anatomie, qui est très connue. Il montre qu'il ne suffit pas d'observer l'intérieur du corps humain pour comprendre le fonctionnement. Il faut projeter des modèles. Et ces modèles, eh bien, ils sont souvent de nature géométrique et biophysique. Et là, ce que montre le médecin, c'est l'explication du mystère par lequel on peut animer les doigts de la main
par des muscles qui ne sont ni sur les doigts ni sur la main, mais loin sur l'avant-bras. Voilà, donc on voit la projection ici d'un modèle géométrique, du squelette, des muscles, des ligaments, et ensuite un modèle biophysique qui va appliquer des forces. On va contracter les muscles qui vont tirer sur les ligaments et qui vont animer les phalanges des doigts. Alors ça mène au concept de patient numérique. Le patient numérique, c'est justement un ensemble d'algorithmes qui vont décrire l'anatomie et la physiologie. Donc l'anatomie, principalement des modèles géométriques, des modèles de forme. La physiologie, des modèles biophysiques, biochimiques. Et puis ça mène aussi au concept de jumeaux numériques, c'est-à-dire qu'on peut apprendre les paramètres de ces modèles à partir des données du patient. C'est ce qu'on appelle la personnalisation. Et c'est ce qu'on voit sur cette diapositive. On part d'un modèle générique du patient numérique. On a des données réelles sur un patient donné, donc des images, des mesures. Et ces images, ces mesures, eh bien, elles permettent d'identifier les paramètres de ces modèles génériques. Et donc, on passe d'un modèle générique à un modèle personnalisé qu'on appelle le jumeau numérique. Et une fois qu'on a un modèle numérique personnalisé du patient, un jumeau numérique, on peut utiliser les paramètres de ce jumeau numérique pour quantifier un diagnostic. On peut simuler également une évolution pour un pronostic. Et puis, on peut planifier ou simuler une intervention pour planifier une thérapie. Alors, c'est ce qu'on voit aussi dans cette image de la salle d'intervention du futur, où on a ces images préopératoires qui permettent de personnaliser un modèle numérique du patient, faire un jumeau numérique. On peut planifier, simuler une intervention, éventuellement avec de la réalité virtuelle. On va avoir un exposé sur la réalité virtuelle juste après moi dans la salle mauve. On peut faire ensuite une intervention robotisée et réutiliser le jumeau numérique pendant l'intervention pour l'incruster, par exemple, dans des images intraopératoires pour faire de la réalité augmentée. Et enfin, ce qu'il faut savoir sur le jumeau numérique, c'est que, et sur le patient numérique, c'est que la partie anatomie numérique, les algorithmes vont reposer plutôt sur des modèles géométriques, statistiques, éventuellement sémantiques, avec des graphes sémantiques. Et si on veut modéliser le fonctionnement, la physiologie, bien on va rajouter des modèles biophysiques, biochimiques sur les modèles précédents. Et ces modèles, ce sont typiquement des modèles à base d'équations aux dérivées partielles, par exemple. Alors, ce que je voudrais illustrer dans la deuxième partie de ma présentation, c'est justement un ensemble de ces modèles statistiques, biophysiques, à partir de la recherche récente, voire courante, qui est menée dans notre équipe, principalement des thèses de doctorants, en collaboration avec des partenaires académiques, cliniques et industriels. Donc vous verrez le nom des contributeurs en rouge en bas de chacune de mes diapositives. Alors le premier exemple, c'est des exemples dans le domaine de la détection du cancer. Alors, en France, on dispose de très grandes bases de données d'images avec l'entrepôt des données de santé des hôpitaux parisiens et aussi, depuis peu, avec l'entrepôt des données de santé nationales en France qui s'appelle le Health Data Hub. Et à partir d'une grande base de données d'images échographiques de l'abdomen, on développe actuellement, dans le cadre de cette thèse, des réseaux de neurones profonds qui permettent d'identifier l'organe qui est présent dans l'échographie, d'identifier éventuellement une lésion et de la caractériser. On vient de publier dans Radiologie AI un article sur ce travail. Et toujours avec les mêmes partenaires, on a aussi un projet sur l'analyse des images IRM de la prostate, où on détecte la prostate, on la contourne, on contourne les différents territoires de la prostate et on détecte et localise d'éventuelles lésions également. Et enfin, un troisième projet avec le CHU de Nice. Alors là, ce sont des images microscopiques, ce sont des biopsies des poumons. Et on cherche là aussi à caractériser la nature des tissus observés.
Le deuxième exemple, c'est pour la sclérose en plaques. C'est un exemple un peu différent. C'est toujours une approche statistique à base d'apprentissage profond, mais on cherche à générer une autre modalité d'imagerie à partir de 4 séquences d'images IRM très particulières du cerveau. On cherche à prédire une image de tomographie par émission de positons avec un marqueur spécifique de la myéline, qui est un biomarqueur important pour étudier l'évolution de la sclérose en plaques. Alors pour faire cela, on utilise des réseaux génératifs antagonistes, deux réseaux, un réseau qui cherche à prédire l'image TEP à partir de l'IRM et un réseau qui cherche à distinguer une image de synthèse par rapport à une image réelle. Et ces deux réseaux se renforcent mutuellement jusqu'à ce qu'on ait une très bonne prédiction de l'image TEP à partir de l'IRM et donc une très bonne prédiction du contenu en myéline. Alors bien sûr, c'est intéressant parce que l'imagerie IRM n'est pas irradiante alors que l'imagerie TEP l'est. Le troisième exemple, on va introduire, en plus des statistiques, des contraintes géométriques. Là, on s'intéresse à la chirurgie des implants cochléaires. Et dans le cadre de cette thèse, on a développé un modèle analytique de la cochlée, cette structure de l'oreille interne. C'est un modèle analytique dont les paramètres ont été étudiés, la distribution statistique des paramètres a été étudiée sur plus de 1000 sujets. Et fort de cette représentation géométrique et de la distribution statistique des paramètres, eh bien, on a pu développer un algorithme de segmentation bayésien qui permet maintenant dans l'image scanner de n'importe quel patient de positionner en 3D le modèle géométrique de la cochlée avec davantage de précision et de robustesse. Et donc ça fournit une information très utile pour le chirurgien, pour guider le chirurgien. Le quatrième exemple, on va rajouter en plus de ces modèles statistiques et géométriques un modèle biophysique. On s'intéresse à la radiothérapie des tumeurs cérébrales et dans le cadre de cette thèse, on a d'abord développé des réseaux de neurones profonds pour, à partir de 4 séquences IRM du cerveau, eh bien, automatiquement détecter, localiser et caractériser d'éventuelles tumeurs cérébrales. Alors là, on fait un apprentissage mixte, c'est-à-dire qu'on a une petite base de données qui est entièrement annotée, dans laquelle des radiologues ont contouré à la main en 3D les tumeurs qui étaient présentes dans les images. C'est très coûteux. Et en fait, on rajoute à ça une très grande base de données qui est faiblement annotée, dans laquelle on a simplement indiqué présence ou absence d'une tumeur, donc quelque chose de beaucoup plus léger à faire. Alors ensuite, il faut également contourer pour la radiothérapie ce qu'on appelle les organes à risque, c'est-à-dire des structures qu'on ne veut pas irradier. Et là, on utilise également des réseaux de neurones, mais en rajoutant des contraintes anatomiques de position relative de ces structures anatomiques et également des contraintes de non-interpénétrabilité de ces structures. Et enfin, au-dessus de ces modèles géométriques, eh bien, on rajoute un modèle biophysique de cellules, de densité de cellules tumorales et un modèle biophysique de radiothérapie. Et avec toutes ces informations, eh bien, un logiciel peut optimiser, un algorithme peut optimiser le planning de dosimétrie pour faire une radiothérapie la plus personnalisée possible, qui va tenir compte à la fois de l'anatomie du patient et de la géométrie de la tumeur. Et la plupart de ces briques sont disponibles dans les produits d'une start-up parisienne qui s'appelle TerraPanacea, qui est issue de Centrale Supélec et de l'Institut Gustave Roussy. Alors, le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est en cardiologie, où on va également combiner statistiques, géométriques, biophysiques pour analyser des images du cœur. Alors, dans le cadre de cette thèse, on a d'abord exploité une base de données, UK Biobank, plus de 5000 patients dont on a les images IRM du cœur en mouvement, qui ont été préalablement contourées, et on apprend le contourage automatique du ventricule gauche et du ventricule droit. Une fois qu'on a cette information, on a développé des algorithmes qui construisent des attributs de forme et de mouvement, puisqu'on a en fait le contour du ventricule à chaque instant,
qui sont explicables et qui permettent de mesurer l'efficacité de la fonction cardiaque segment par segment. Et une fois qu'on a ces attributs, eh bien, un algorithme de classification sépare facilement un cœur normal d'un cœur pathologique. Et on parvient également à séparer 4 classes de pathologies cardiaques avec une très bonne précision. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on peut aussi faire ça de manière non superfusée. Et dans le cadre de cette thèse, on a utilisé des réseaux particuliers qui s'appellent des auto-encodeurs variationnels pour comparer, pour étudier la déformation apparente entre les images du cœur à 2 instants spécifiques, qui sont les 2 instants extrêmes du cycle cardiaque. On appelle ça la fin de diastole et la fin de systole. Et cette déformation apparente, elle est encodée dans un espace latent de dimension réduite et qui a la bonne propriété de stratifier en fait la population des participants. Ça, on sépare de façon automatique les cœurs normaux des cœurs pathologiques et on retrouve des amas correspondant aux 4 classes de pathologie cardiaque précédentes. Alors, si on veut aller plus loin, il faut raffiner le modèle anatomique. On ne peut pas se contenter d'avoir seulement la description des 2 ventricules. Et donc, on rajoute l'information, la présence des fibres cardiaques. On rajoute également les vaisseaux sur le cœur. On rajoute les cicatrices qui peuvent être révélées par de l'imagerie avec un produit de contraste. Et ça, c'est ce que fait une start-up issue notamment de notre équipe et de l'IHU de Bordeaux qui s'appelle InHeart et qui fournit donc aux médecins ce modèle anatomique très fin du cœur pour naviguer. Alors ce cœur est totalement immobile. Si on veut le rendre animé, il faut rajouter un dernier niveau de modélisation. C'est la modélisation biophysique. On rajoute un modèle électromécanique. Là aussi, ce sont des équations, par exemple, de réaction-diffusion pour la partie électrique. Ce sont des équations différentielles pour exprimer la contraction des fibres cardiaques dans la direction des fibres. Et ça permet, par exemple, lorsqu'on a personnalisé ce modèle électromécanique, de quantifier ici une insuffisance cardiaque. Et on peut même aller plus loin parce qu'avec ce jumeau numérique anatomique et physiologique du cœur, on peut même simuler une intervention, par exemple une resynchronisation cardiaque, et on va prédire le bénéfice attendu pour le patient. Alors là, dans le cadre d'un projet européen, on a ici le résultat d'une thèse de doctorat où on a personnalisé plus de 120 cœurs. Donc chacun de ces cœurs, là, ce sont des jumeaux numériques des cœurs des différents participants. Et chacun de ces jumeaux numériques a un ensemble de paramètres électromécaniques qui sont spécifiques et qui permettent de quantifier et de suivre une pathologie cardiaque. Alors pour terminer, je voudrais dire que la tendance actuelle, c'est d'aller encore plus loin dans l'intégration des données du patient, donc essayer d'apprendre à partir de données qui sont holistiques, c'est-à-dire qui incluent non seulement, par exemple, des données images ou signaux, comme ce que j'ai montré jusqu'à maintenant, mais également des données cliniques, également des données, par exemple, de comportement, de style de vie, d'environnement, ce qu'on appelle l'exposome, ou bien des données biologiques et omiques. Et de plus en plus de bases de données fournissent une partie, voire la totalité de ces informations sur des cohortes de participants qui peuvent être très larges, plusieurs centaines de milliers de participants, et qui sont suivis dans le temps. Donc on a des cohortes temporelles. Et je donnerai juste un exemple sur la base de données ADNI, qui est spécialisée pour la maladie d'Alzheimer. On a montré dans le cadre de cette thèse qu'on pouvait, à nouveau en utilisant des auto-encodeurs variationnels, multicanaux et éparses, intégrer des données aussi hétérogènes qu'une IRM du cerveau, donc une image anatomique, une tomographie par émission de positons, donc une image fonctionnelle, des données cliniques, des données biologiques,
et construire un espace latent de dimension réduite dans lequel on a là aussi une stratification naturelle d'une cohorte depuis des contrôles jusqu'à différents avancements de la maladie d'Alzheimer. Et si on dispose dans la cohorte d'informations longitudinales, donc d'une évolution temporelle, on peut même introduire, et c'est ce qui a été montré dans cette thèse, un modèle dynamique dans l'espace latent sur des variables qui ont un sens biologique, par exemple liées à l'amyloïde, au glucose, à l'atrophie cérébrale, au score clinique, et modéliser la trajectoire de la maladie dans le passé et également la prédire dans le futur. Et avec ce type de modèle, bien, on espère qu'on pourra peut-être dans le futur mieux quantifier l'effet de nouveaux traitements, par exemple pour cette maladie neurodégénérative. Voilà, donc pour conclure, je voudrais dire que l'IA et l'imagerie médicale, c'est un ensemble de nouveaux outils, de nouveaux algorithmes qui sont là pour assister et pour augmenter les capacités du médecin. A priori, pas pour remplacer le médecin. Il y a peut-être quelques exceptions, on en parlera pendant les questions-réponses, mais c'est surtout pour accompagner cette médecine aux 4 P, la médecine plus personnalisée, plus précise, plus prédictive, plus préventive, et bien sûr dans le but de mieux traiter et mieux prendre en charge, non pas le patient numérique, mais bien sûr le patient réel. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt pour les questions. Étant médecin ignorant, donc, est-ce que vous pouvez nous donner une idée, parce que c'est un problème central, comme vous l'avez dit, le multimodal en tant que médecin, c'est de combiner des données de comportement et de l'imagerie. Alors, vous avez précisé d'un encodeur multidimensionnel. Non, oui, ça, multidimensionnel. Encodeur variationnel, oui. Est-ce que vous pouvez essayer de préciser comment? Parce que je sais que nous, on essaye avec des maths symboliques, par exemple. Donc, quelles sont les différentes approches que vous voyez pour combiner des données hétérogènes? Bien, écoutez, ces auto-encodeurs variationnels, ils ont la propriété de projeter dans un espace de dimension réduite les données qu'on fournit en entrée, de telle sorte qu'on puisse, donc il y a cette phase d'encodage, de telle sorte qu'au moment de la phase de décodage, on puisse retrouver les informations originales. Et l'expérience que l'on a, c'est que aussi bien dans le domaine de l'imagerie, par exemple, du cerveau pour Alzheimer, où on combine des données d'imagerie de différentes natures, mais également des scores cognitifs, éventuellement des données génétiques, eh bien, ça permet vraiment d'avoir une représentation qui synthétise ce qui est vraiment important dans les données originales pour retrouver ces données. Et l'expérience qu'on a, c'est que, par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, on retrouve vraiment une stratification depuis les contrôles pour lesquels la maladie n'est pas encore avérée. On trouve ensuite les catégories de ce qu'on appelle les troubles mnésiques mineurs, les mild cognitive impairments, ceux qui sont stables, ensuite ceux qui évoluent, et on retrouve à une extrémité de cet espace ceux pour lesquels la maladie est déclarée et avancée. Et on a fait la même expérience dans le domaine de l'imagerie cardiaque, où on retrouve, en analysant la déformation apparente sur les images cardiaques entre la fin de diastole et la fin de systole, on retrouve aussi dans cet espace latent de dimension réduite, de mémoire, je crois qu'il suffit de quelques dizaines de degrés de liberté pour retrouver une très bonne séparation entre les cœurs normaux et les cœurs pathologiques, et ainsi que les différentes catégories de pathologies. La seule chose qui m'inquiète un peu dans ce que vous dites, c'est que vous arriviez à retrouver ce que trouvent les médecins en tant que médecins.
Parce que logiquement, on devrait s'attendre, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, par exemple, à ce que vous ne retrouviez pas ce que trouvent les médecins, mais que vous trouviez une nouvelle taxonomie des troubles cognitifs qui, justement, ne correspondent pas à une identité définie au XIXe siècle par un monsieur Alzheimer qui, avec ses yeux et ses mains, pour catégoriser le patient. Oui. Donc c'est le terme retrouvé qui m'inquiète. Bien sûr, mais vous avez tout à fait raison. On a fait ici une étude, alors c'est intéressant parce que c'était avec l'hôpital Sainte-Justine, qui, si je ne me trompe pas, est à Montréal, sur justement une taxonomie de la scoliose, par exemple. Et c'était très intéressant parce qu'on a étudié justement dans des espaces riemanniens un peu compliqués, la position relative des vertèbres de la colonne vertébrale. Et on a retrouvé en partie la taxonomie qu'utilisaient les médecins, mais également des différences. Et c'est exactement ce qui va se passer ici, c'est-à-dire que dans un premier temps, on retrouve finalement le bon sens de ce qui a guidé la médecine, mais on peut trouver des différences et surtout les quantifier. On a des outils pour modéliser et quantifier, et donc ça, c'est important. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est le rôle du médecin. Le rôle du médecin, pour moi, il est absolument essentiel, mais il y a peut-être des domaines dans lesquels on peut imaginer que ces outils vont permettre de se passer du médecin. Alors, lesquels? Par exemple, le dépistage à très grande échelle d'une population. Actuellement, pour les mammographies du sein, il y a, en France et dans beaucoup de pays, il y a 2 lectures. On mobilise 2 radiologues par mammographie. On pourrait imaginer que si le logiciel est du même niveau de compétence que le radiologue, on fera peut-être une des 2 lectures par un logiciel d'intelligence artificielle. Et on le fera quand même en toute sécurité parce que la 2e lecture sera faite par un spécialiste humain. Il y a un autre exemple également, c'est les pays dans lesquels il n'y a pas assez de radiologues par rapport à la population. Il y a également de radiologues ou de spécialistes. Et là, on peut imaginer que les outils d'intelligence artificielle, c'est le cas du projet pour l'échographie abdominale, ça va permettre de faire un premier tri et d'orienter vers le spécialiste uniquement les patients qui en ont vraiment besoin. Et puis enfin, il y a les terrains d'opération qui sont un peu particuliers. Je pense aux terrains militaires, par exemple, dans des opérations lointaines, ou bien l'espace, on parlait de l'espace hier, dans lesquels on peut aussi ne pas avoir de médecin sous la main et avoir besoin d'un premier diagnostic réalisé par une intelligence artificielle. Merci. J'aurai encore du temps pour une question. Ah, parfait, merci. Bonjour, merci, c'était très intéressant. Je vais relayer un peu le message que j'ai vu dans une autre conférence plutôt aujourd'hui sur l'imagerie médicale, Oui. Qui était plutôt, lui, dans ce message-là, montrer les limitations de l'utilisation de l'IA en imagerie médicale et qui était surtout lié au fait que actuellement, sur les modèles qui sont développés, l'apprentissage des modèles est très fortement lié aux techniques utilisées, aux appareils utilisés, et que du coup, la généralisation de ces modèles à l'espace, on va dire, plus mondial ou même national, rien qu'au Canada, c'était compliqué. Comment voyez-vous cette... Oui, absolument. C'est ce que j'ai dit lorsque j'ai montré la diapositive avec l'iceberg. Là, c'est qu'il y a des succès sur des bases de données très contrôlées, mais en fait, lorsqu'on veut généraliser, on a tous ces problèmes que vous évoquez, des problèmes éventuellement de biais et de difficultés à généraliser. Et c'est la raison pour laquelle, dans les exemples que j'ai montrés, souvent on va se limiter à l'utilisation de l'apprentissage profond pour des tâches qui sont, c'est pas la tâche globale. Ça va être par exemple la segmentation d'une partie de l'image ou la détection d'une anomalie, des choses sur lesquelles on a peut-être des résultats qui sont plus robustes et moins sujets à ces problèmes de généralisation. Et ensuite, derrière, on va garder des méthodes qui sont plus explicables, plus déterministes pour aller jusqu'au diagnostic, par exemple. Parfait.
Parfait, merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir Monsieur Ayache. Merci. Alors, Monsieur Ayache nous a parlé de médecine numérique et la question à laquelle il a essayé de répondre, c'est peut-elle remplacer les médecins? Alors, tout d'abord, il nous a parlé des limitations de l'intelligence artificielle. Donc, ça demande des tâches très précises, ça a besoin de beaucoup de données. On a le problème d'annoter, des maladies rares, de l'éthique et enfin de l'explicabilité. Et donc, la question à laquelle on peut se poser, c'est comment peut-on rendre des algorithmes plus robustes et plus explicables pour améliorer l'intégration d'intelligence artificielle dans la médecine. Et pour ce faire, il nous introduit la notion de patient numérique. Donc, il s'agit d'un modèle personnalisé, aussi appelé jumeau numérique. Et ce jumeau numérique, on est capable de faire beaucoup de choses en fait avec. C'est-à-dire, on peut quantifier un diagnostic, on peut simuler l'évolution d'une maladie, et enfin, on peut simuler une intervention. Donc, c'est quand même très beau. Et ensuite, M. Ayache nous a présenté plusieurs exemples qu'il a fait avec ses étudiants dans son laboratoire. Donc, il nous a présenté plusieurs modèles. Donc, ça peut être autant des modèles anatomiques précis, avec aussi, si on veut animer ou bouger ces modèles anatomiques, on va parler de modèles biophysiques. Et vous les avez appliqués sur de nombreuses parties du corps humain, plusieurs organes, comme par exemple la cochlée ou enfin le cœur. Donc, à la question, peut-on remplacer, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les médecins? Selon vous, non. Cela permet d'assister le médecin, mais ça ne va pas le remplacer. Donc, en gros, on va pouvoir aider les médecins, par exemple, avec l'imagerie, mais on ne pourra pas le remplacer. Alors, je tiens à souligner le fait que M. Ayache a une dédicace qui est normalement maintenant. Donc, M. Ayache a 2 livres, Des images médicales aux patients numériques et Nouvelle enquête sur l'intelligence artificielle. Et donc, je pense que c'est un petit peu plus haut. Donc, allez-y, si vous voulez vous faire dédicacer votre livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bravo pour la synthèse.